Bon, ben super, bienvenue à l'Hacienda de Paris, parce que maintenant, il y a des Haciendas qui se créent un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, si vous êtes membre de l'Hacienda, un des membres de l'Hacienda, parce que moi, je ne fais rien, en fait, hein, à part récupérer votre argent. Ce qui est je vous en remercie, d'ailleurs, de votre soutien. Mais un membre de l'Hacienda a créé une map monde. De tous les membres de l'Hacienda, on est maintenant presque 500, plus de 400. Quelqu'un a dit sur le WhatsApp, ça serait génial d'avoir une map monde de l'Hacienda. Et je crois 24 heures plus tard, quelqu'un avait fabriqué une map monde de l'Hacienda, de tous les membres de l'Hacienda. Et c'est hyper marrant de voir qu'effectivement, il y a du monde partout. Et il y a même du monde au Kazakhstan. Vous regarderez qu'en fait, c'est un petit Easter egg, comme on dit aux États-Unis. Et bien évidemment, la majorité des gens sont en France. L'objet aussi de l'Hacienda, donc l'Hacienda, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on a autorisé à quelques personnes étrangères à l'Hacienda d'être parmi nous ce soir. On prononcera les OQTF à partir de 19h15. C'est la communauté des fans du podcast Silicon Carnet que j'ai l'immense privilège de hoster, qui marche très très bien. Merci. Encore cette semaine avec l'épisode sur la French Tech où je me suis fait encore plein de copains. On a dézingué tous les scores. Salut. Et donc le podcast marche super bien. Et donc on a il y a un an décidé de créer une communauté parce que certains auditeurs m'ont dit ça serait bien qu'on se parle entre nous, quoi. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, que ce ne soit pas simplement moi qui parle. Et cette communauté de l'Hacienda, c'est une newsletter. D'ailleurs, je le redis, cette newsletter, elle vous est ouverte. Si vous êtes membre de l'Hacienda et que vous avez envie de publier des tribunes et utiliser la plateforme de Silicon Carnet pour publier vos propres tribunes sur des sujets, etc., n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir, et je serai très heureux de diffuser ces tribunes à travers la newsletter de Silicon Carnet. C'est aussi un groupe WhatsApp, donc avec plein de channels privés sur plein de thématiques. Je pense que Silicon Carnet agit plus comme un proxy, où si vous écoutez Silicon Carnet et que vous aimez Silicon Carnet et que vous n'avez rien avec ce que j'appelle l'odeur des frites, c'est-à-dire ce côté un peu picante que peut être Silicon Carnet, ça veut dire que certainement vous vous ressemblez, hein. C'est un peu comme au McDo, hein. Venez comme vous êtes, quoi, en fait. Au McDo aussi, il y a l'odeur des frites, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est au McDo, quoi. Et donc, les gens se parlent tous les jours, hein. D'ailleurs, j'espère que vous enlevez les notifications, parce que sinon, c'est absolument insupportable. Et donc voilà, il y a des choses qui se créent. Il y a une Hacienda qui vient de se créer en Rhône-Alpes, à Lyon, où ils se réunissent, ils font leurs propres événements. C'est formidable. En Bretagne aussi, à San Francisco. Donc voilà, ça pop-up un petit peu comme ça, comme des champignons. Et je pense que c'est intéressant parce que la manière dont moi j'envisage l'Hacienda, encore une fois, c'est comme une plateforme. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas et je ne souhaite pas du tout être le centre de cette communauté. Ma prétention, c'est d'être le cercle et pas d'être du tout le centre. Donc c'est vous qui êtes au centre. Et je sais qu'il y a plein de business aussi qui est organisé, qui s'organise, qui se fait. Et moi, je suis toujours émerveillé par tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de cette spontanéité, de cette générosité, de cette serendipity, comme diraient les Américains, quand on a, avec Jean-Philippe, qui est aussi un membre de l'Hacienda, réfléchi à faire un retour d'expérience de notre visite du CES 2025, et j'ai dit, voilà, ok, c'est une très bonne idée, sauf qu'on n'a pas de lieu pour le faire. Et là, l'École supérieure du digital m'a dit, nous, on a un lieu, venez, vous êtes mi casa es tu casa, comme on dit chez nous. Et c'est l'École supérieure du digital, je vous demande de les applaudir, qui nous accueille. Et Justine.
qui va nous Bonsoir. dire un mot pour nous expliquer qu'est-ce que vous faites ici à l'École supérieure du digital. Alors déjà, j'allais dire bienvenido, mais j'ai un accent espagnol tout pourri, donc mais je l'ai dit quand même. Welcome. Donc l'ESD, l'École supérieure du digital, ça fait 10 ans qu'on existe. On a un campus ici, mais on a aussi un campus un peu plus loin, à École militaire. On forme à tous les métiers du digital, de la data, de la strat, du design, de l'UX, de l'UI et maintenant aussi de la vidéo. On a nos élèves qui sont en alternance, on a aussi nos petits élèves de bachelor qui cherchent des stages et vous avez Marine qui est au fond et qui cherche... Marine lève la main. Voilà, Marine lève la main. Salut Voilà. Marine. Bonsoir Marine. Nom, hein. C'est son vrai nom. Lève la main. On a encore des élèves qui cherchent des stages, donc n'hésitez pas si vous cherchez des stagiaires qui sont très sympas, très câblés, très connectés, à nous faire signe. On cherche aussi des partenariats pour des alternances. Est-ce qu'on peut payer les stagiaires en frais nuit? On peut payer en poivron, en pepper, tout. Ils acceptent tout. Ils sont assez cool. Ils prennent le Bitcoin, ils prennent tout. Donc voilà, très rapidement, j'espère que vous allez vraiment profiter de cette soirée. Ça va être super. Ensuite, on se retrouvera derrière parce que tu as prévu les petits rafraîchissements et tout ça. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous m'avez donné, je l'ai dépensé. On a tout mis sur le PowerPoint. Voilà. On a commandé des pizzas, du vin et de l'eau. Voilà. Pour les plus sages. Pour les plus sages. Voilà. Et ça se passera. Ils doivent livrer à partir de 19h, 19h15. Donc voilà. Et si vous... Alors, on a des stages de 2 mois ou de 4 à 6 mois. Ça dépend de la promotion. Donc on pourra en parler après si vous voulez. Non, mais on peut en parler tout de suite si vous avez des questions. Il y a des gens qui seraient intéressés. Qui cherchent des stagiaires. Des stagiaires. Ah. Ouais, hein, si en vidéo, moi, ça m'intéresse. En vidéo, j'ai des alternants. Là, je pense qu'ils ont tous trouvé maintenant leur alternance. Non. Mais ça peut être aussi pour l'année prochaine. Ok. D'accord. Mais là, sur des stagiaires, ils vont commencer à partir de mi-fin février. Parfait. Bah, merci encore de nous accueillir. C'est super sympa. Et peut-être qu'on reviendra. Hein. Bah, j'espère. Vous savez pas. Si c'est pas trop le bordel, oui. Et la Haciendas, vous les invitez une fois, mais ils reviennent 2 fois. D'accord, ok, très bien, peut-être même 3. Ça me va. Super. Et profitez bien de votre soirée. Merci. Donc on a été à Vegas. Là aussi, c'était absolument pas prévu. Moi, j'avais pas prévu d'y aller. Et puis là, encore une fois, c'est la communauté, la Hacienda, qui dit il y a Vegas. Bon, c'est tous les ans. Hein, donc là-dessus, c'était un. Et puis, en fait, je me suis dit, mais tiens, ouais, ça serait marrant. Ça fait 5 ans que moi, en tout cas, je suis pas retourné au CES de Vegas. Je vis à San Francisco depuis 15 ans. J'avais l'habitude d'y aller régulièrement. Et puis, mais là, j'y étais pas retourné depuis 5 ans. Et puis, je sais pas, des fois, j'ai un peu l'impression d'être Pinocchio, quoi, dans cette histoire, dans cette communauté. Donc, on m'a dit, mais non, mais vas-y, fais-le. Et j'ai fait un épisode que vous avez certainement vu. Où je vous invite à le regarder, qui est très drôle. En mode, pour moi, c'était intéressant parce que d'abord, je suis sorti de ma chambre, hein, parce que normalement, je filme dans ma chambre avec. D'ailleurs, il y a un mec qui est venu à San Francisco et qui voulait absolument voir le studio de Silicon Carnet. Il a été quand même ultra déçu quand je l'ai monté dans ma chambre. Il m'a dit, ah ouais, non mais c'est vraiment tout petit. Bah oui, c'est vraiment ridicule. Et donc j'ai dit ok, c'est un format nouveau parce que c'était un vlog, donc on était avec des caméras, des micros en mobilité, donc comme quoi on peut arriver à faire du contenu. Je ne sais pas si vous avez vu le résultat avec le montage et tout, ça tient la route avec, je ne sais pas si tu l'as amené, mais Osmo Pocket de DJI qui est voilà, on en avait 2, Jean-Philippe en avait une et moi j'en avais une autre. C'est un matériel qui est tout petit et qui permet de faire des vidéos incroyables 4K, quoi. Donc voilà, quoi, c'est tout petit, quoi. Donc c'était génial. Et donc essayons de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. La première partie, Jean-Philippe, c'est toi qui vas la faire. Jean-Philippe, c'est honnêtement le ninja du CES. Je pense que je ne pouvais pas trouver quelqu'un d'aussi câblé sur le CES. Je pense que si jamais tu peux aller bosser au CES 2025, tu connais tout, quoi, en fait, du CES. Le CES, c'est immense, on a du mal à s'en rendre compte. Et ce qu'on voulait faire déjà, c'est expliquer un petit peu
ce salon qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, au moins 20-25 ans, ouais. Ouais. Tu nous expliques tout ça? Ouais, je vous fais un petit tour pour un petit vie-ma-vie du CES. Hop. Donc c'est parti. Bienvenue dans Air Silicon Carnet. Vous arrivez à Vegas dans ça c'est l'avion. l'avion qu'on avait affrété. Et vous arrivez à l'aéroport. Une fois que vous êtes à l'aéroport, comme 150 000 autres personnes, vous allez prendre un bus qui vous amener au CES dans une ville en plein milieu du désert de 230 000 mètres carrés de stands, de salons, avec le Convention Center qui est la grosse Vegas, qui est en fait une ville très tech, et en même temps qui s'est mis aux couleurs du Nouvel An chinois dans les hôtels, parce que c'est le serpent de bois cette année, et donc chaque année en fait ils font la déco des hôtels, comme toujours le Sky Dome au Venetian, qui a un ciel artificiel qui change de couleur en fonction des moments de la journée. Et forcément, quand on est à Las Vegas, il y a des casinos partout qu'il faut traverser pour pouvoir rejoindre les salles de conférence. Donc, une fois on s'est faufilé à travers les différents hôtels, on arrive à l'Eureka Park, l'endroit où se trouvent les startups juste derrière. Voilà un peu le cadre de Las Vegas quand vous y allez, et un petit peu à quoi il faut s'attendre. Alors, qui parmi vous a déjà été au CES de Vegas? Il y a quelques-uns quand même, mais la grande majorité n'y était pas. Bon, voilà, écoute, c'est vachement intéressant. Bravo pour la vidéo, là, c'est top, on y était. Moi, je m'y suis cru, j'ai cru que c'est Air Silicon Carnet. Effectivement, oui, bon, la partie casino, on n'en parlera pas parce que j'ai perdu quand même beaucoup d'argent cette année. On y reviendra l'année prochaine. Ok, les différentes infrastructures entre les parce que comme tu dis, le CES c'est toute la ville. Il y a un truc que tu disais tout à l'heure qui est vachement intéressant. Tu disais c'est 1000 fois plus grand que Vivatech. Non, c'est 5 fois plus grand que Vivatech en termes de surface en mètre carré officiellement. Et on va le voir après. En fait, 5 fois. Ouais. Donc quand Maurice Lévy nous explique que c'est le plus grand salon de tech mondial, c'est du n'importe quoi. Tout à fait. C'est du Maurice Lévy, quoi. En fait. C'est ça. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, il se passe plein d'événements durant le CES. C'est-à-dire que là, on compte les mètres carrés, donc les surfaces officielles où on peut avoir un stand et présenter des choses. Mais en fait, il se passe des choses dans tous les hôtels, dans tous les étages, des offs un peu partout. Il y a même des rendez-vous de l'Hacienda qui se font dans des restaurants. Donc voilà, il se passe plein de trucs. Est-ce que tu veux que je te montre un petit peu les différents dans la ville là. Alors... Ça commence par l'Eureka Park, qui est juste à côté de l'hôtel du Venetian, où il y a déjà 1400 startups sur la partie basse. La partie haute, c'est les scale-up. Donc là, ma machine rame un petit peu, mais c'est un petit peu tous les bouffes français, où on va avoir cette année des technos qui sont plutôt sympas, rationnels, moins de délire, on disait bullshit, no bullshit. C'est plutôt des choses assez sérieuses qui ont été présentées. Et les stands sont larges, il y a de la place et ils sont encadrés par Choose France pour les aider. Globalement, à l'Eureka Park, j'étais assez déçu parce que côté Italie, Belgique, il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup d'Asiatiques avec la Corée et la Chine. Avant d'arriver à l'Eureka Park, il y a Amazon qui a décidé de faire sa zone à lui, qui est une espèce de salon circulaire gigantesque où ils montrent leurs innovations. Alors une fois de plus, c'est assez décevant souvent parce que Amazon montre ces trucs. Et puis, il y a le LVCC, où là, c'est le next level. On est sur des... Las Vegas Convention Center. Las Vegas Convention Center, où là, c'est du waouh. LG qui montre ses écrans transparents gigantesques. C'est de la surenchère. Ouais, ça, c'est vrai. Ou pour présenter chez Honda des nouveaux SUV, on a des choses gigantesques. Et puis, c'est tellement grand que pour se rendre d'un hall à l'autre, il faut prendre le loop, qui sont des tunnels en Tesla, qui passent sous le LVCC pour rejoindre d'un point à l'autre, avec une technique si jamais il reste bloqué. Il s'entraîne. Et puis comme ça suffit pas, à l'extérieur, il y a aussi des immeubles de 2-3 étages où certaines années, comme Google, peut faire un petit train sur 2 étages. Dans les hôtels, dans les étages, il y a aussi des conférences, comme Élise de l'Hacienda, qui avait fait une conférence tech et luxe. Dans les hôtels Ça se passe dans les salons des hôtels. Dans les salons des hôtels. Et puis, sur les lieux aussi, je découvre la vidéo en même temps. Il y avait Web3 et Deep Tech par Olivier Laborde et Carlos qui étaient invités pour justement discuter des enjeux de la French Tech. Et ça suffit pas, il y a les keynotes de Nvidia qui étaient au Mandala Bay, encore un hôtel,
pour justement faire le coup d'envoi du CES, ou Delta qui avait carrément réservé la sphère pour leurs 100 ans. En mode on se fait plaisir, donc la sphère c'est cet écran gigantesque là. Et ils ont fêté les 100 ans, ils ont parlé de l'ultra-personnalisation de la marque, de la premiumisation, et tous ces enjeux autour de Delta Airlines qui doit se réinventer. Pour fêter leurs 100 ans, ils ont fait venir sur scène tout le personnel de Delta qui sont là depuis des années, et ils ont fini par un grand feu d'artifice. Ça vous montre un peu le ton, il y en a un peu partout. Il faut choisir ses batailles quand on va au CES et faire marcher beaucoup Carlos. Ouais. Qui n'est pas un grand sportif. Hein. J'ai explosé mes scores en nombre de pas quoi, pendant ces 3 jours. Non, c'est vrai, on bouge beaucoup, on va d'un espace à l'autre, ça prend du temps, mais on finit la journée, on est épuisé et pourtant, il y a des soirées le soir. C'est vraiment une fête, quoi, en fait. C'est la fête de la technologie, quoi. C'est ça, et en plus, c'est un cas particulier parce que vous êtes enfermé dans le désert et donc vous êtes focus. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose à Vivatech ou dans certains salons en Europe, souvent les gens rentrent chez eux le soir avec la famille, les enfants. Là, Las Vegas, c'est une ville faite pour les congrès. Et donc les gens qui y vont restent bloqués et donc cherchent à faire des choses le soir, donc vont faire du networking, vont discuter, vont faire du business, et donc vous avez du temps de cerveau disponible pour justement avancer et faire des choses. Et c'est ça qui est chouette. Ouais, je pense que d'ailleurs c'est très drôle parce que quand vous parlez avec les Français, ils vous disent qu'ils vont à Vegas pour signer des deals avec d'autres Français. Et ça c'est assez et visiblement c'est ce qui se passe. Ils se réunissent effectivement. Il y avait une boîte qui me disait que elle avait eu tout le staff de la SNCF qui était là et que elle n'avait jamais accès à ces gens-là et que parce qu'ils étaient là, ils étaient disponibles et que ils avaient pu avancer sur leur business beaucoup plus vite que si c'était à Paris, quoi. Donc c'était assez dingue, quoi. Ouais. Et ce concept-là, il est très intéressant, ce concept presque d'enfermement, hein, puisque finalement on prend les gens, on prend les bonnes personnes, on les met au même endroit et on fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'échapper. C'est assez similaire dans la conception à la Silicon Valley, finalement. On me pose souvent la question de pourquoi, alors c'est la question à plusieurs milliards, à $1 trillion, pourquoi la Silicon Valley marche mieux que d'autres écosystèmes. Il y a plein de raisons, mais je pense qu'une des raisons aussi, c'est sa situation géographique. On a un endroit qui est à l'autre bout du monde et qui bénéficie aussi d'une time zone qui est particulière, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que dans la Silicon Valley, à partir de 13h, vous êtes dans une time zone où la côte Est est en train de finir sa journée, l'Europe dort déjà, l'Asie n'est pas encore réveillée, et donc toute l'après-midi, de 13h jusqu'à fin de journée, c'est ce qu'on appelle, nous, dans la Silicon Valley, le Magic Time, qui correspond exactement à ce que tu décris là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sollicitations externes et on est forcé de travailler entre nous, ce qui force finalement la collaboration des boîtes entre elles, etc. etc. Et d'ailleurs là-dessus, c'est très intéressant parce que les Français qui viennent dans la Silicon Valley ont l'impression que c'est un cadre génial et que personne ne bosse, quoi. Personne ne fout rien et que comment tu peux expliquer que dans la Silicon Valley, ces boîtes soient autant valorisées alors qu'on a l'impression quand on les regarde que personne ne fout rien. En fait, la journée dans la Silicon Valley, je vous ai expliqué, s'organise très très différemment que dans le reste du monde et notamment ici en France et en Europe. Alors je ne sais pas s'il y a des membres de la CGT ou de Force ouvrière ou de Sud, je vais leur demander de sortir de cette salle immédiatement. Je ne voudrais pas risquer un PLS ou un AVC, mais en fait il y a 3 journées. En fait les gens dans la Silicon Valley cumulent 3 journées en une. Il y a d'abord le matin qui commence très très tôt. Les gens se lèvent très tôt dans la Silicon Valley. Généralement, on se lève entre 5 et 6 heures du matin. Donc on commence à bosser assez tôt. Même il y a des gens qui commencent... Moi, par exemple, dans mon quartier, la salle de gym ouvre à 4 heures du matin. Et à 4-5 heures du matin, il y a des gens à la salle de gym. Bon, parce que la bourse va ouvrir et qu'ils veulent être prêts et donc ils se préparent très très tôt le matin. Il y a une première journée dans la Silicon Valley entre, on va dire,
6h et midi, ou 7h et midi, où là, c'est très intense et ça se passe généralement chez soi ou au bureau. Et quand vous regardez votre agenda, vous avez un mur de briques. C'est des meetings de 30 minutes les uns derrière les autres qui s'enchaînent, boum, boum, boum. Pourquoi ? Parce que c'est la fenêtre de tir qu'on a. L'Asie n'est pas encore couchée. L'Europe n'est pas encore couchée non plus, quoi, en fait. Et donc, on a une fenêtre de tir pour connecter avec le reste du monde. Donc, quand vous venez dans la Silicon Valley et que vous allez à San Francisco, ne demandez jamais un meeting à un local le matin. Parce que vous le foutez en l'air, il n'a pas le temps, il ne voit personne le matin. Il est en Zoom meeting de 6h du mat jusqu'à midi. Et il enchaîne les meetings qui sont généralement de 15 minutes, 30 minutes. C'est des meetings très très courts où ces meetings ne servent pas à brainstormer, ils servent à prendre des décisions. Un meeting, c'est là pour prendre une décision. Si on n'est pas d'accord, ce n'est pas l'endroit pour le faire. On se voit, on se parle, parce qu'on a besoin de prendre des décisions. Ça dure jusqu'à à peu près midi, 13h. Alors, ça ne déjeune pas, hein, il n'y a pas de pause déjeuner dans la Silicon Valley. On peut s'extraire de son bureau, aller chercher un sandwich, une salade ou un truc comme ça. Et généralement, on mange devant son écran. On a sa lunchbox, ou alors au bureau, il y a des cantines, voilà. Et on finit cette journée comme ça, gentiment. Commence alors une deuxième journée très très intéressante, qui est l'après-midi, et avec ce Magic Time, où là, c'est hyper relax. C'est plus du tout le même mood que la première partie de la journée, puisque là, on boit des cafés. Et donc là, les gens sortent et se voient pour connecter et faire du networking. La première partie de la journée, c'est pour faire du decision making. La deuxième partie, c'est pour faire du networking avec les gens localement. Et donc, c'est là qu'on crée des relations, des opportunités, etc. Ça dure généralement jusqu'à peu près 17h. Et à 17h, tout s'arrête parce que là, les gens prennent un moment pour vivre un truc perso. Donc, soit, comme il y a quand même beaucoup de célibataires, soit ils vont à la gym ou ils vont faire un truc à eux, soit ils reconnectent avec leur famille. Okay, on mange tôt, hein, normalement le dîner c'est aux alentours de 18h. Donc ça c'est le moment famille perso, okay, yoga, bidule, j'en sais rien. Il y a aussi des meet-up en fin de journée pour ceux qui sont vraiment célibataires et qui ne peuvent pas décrocher du boulot, quoi. Mais ça c'est vraiment ça. Et la journée recommence la nuit, okay, où on se reconnecte généralement vers 20h et on rebosse jusqu'à à peu près minuit, 1h. Où là, il n'y a pas, et c'est là que la productivité a lieu. C'est là qu'on développe, c'est là qu'on code, c'est là qu'on fait, qu'on rédige, qu'on crée du contenu. C'est généralement la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sollicitation externe, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien. Donc, quand vous mettez tout ça en place, quand les gens bossent 15 heures, les gens bossent 16 heures, et moi, je qualifie la Silicon Valley comme une sorte de Corée du Nord avec des grilles dorées, quoi. Mais c'est assez intense, donc c'est ce type-là d'intensité qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs à Vegas. On a c'est non-stop. Ouais. C'est non-stop, et puis c'est l'occasion aussi de montrer ce travail qui a été fait pendant des années, enfin pendant toute l'année à un instant T, ouais. Et présenté pour souvent les startups qui sont présentes, c'est pour lever des fonds, ouais. Faire du business, trouver des gens qui vont commencer à démarrer les produits ou gagner de la visibilité auprès des journalistes ou autres. Donc on a eu l'occasion de voir pas mal de startups qu'on a pu interviewer. Et donc, je sais pas, Carlos, qu'est-ce que tu as retenu de toutes les boîtes qu'on a vues ? Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué ? Parce qu'on en a vu pas mal. Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Je vois que tu as fait un aéropage de photos très réussi. D'abord, on a commencé effectivement par l'Eureka Park, où on a été voir les startups. Donc, c'est celles qui n'ont pas de thunes, hein, ouais. Donc qui ont un peu les stands en carton. Je crois que c'est 10 000 euros, 10 à 15 000 euros le budget quand vous êtes une startup, que vous allez au CES et que vous êtes sponsorisé par la France. Donc c'est quasiment rien, et 10 000 euros, 10-15 000 euros avec billets d'avion, hôtel et stand. C'est pour ça que les pays ont des zones et emmènent avec eux. Donc une France plutôt bien représentée par rapport... une région qui a décidé de faire un peu cavalier seul, c'était Rhône-Alpes, ouais.
qui était la seule région, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de régions qui étaient qui venaient, c'est-à-dire qu'on avait la France plus les régions, à tel point qu'un jour un Américain m'a demandé, parce qu'il y avait la région Occitanie, quel était ce pays étrange européen qu'ils ne connaissaient pas, parce que pour eux, la région, le pays, tout ça est assez obscur. Moi, je m'étais dit, et effectivement, je suis d'accord, tu l'as dit tout à l'heure, j'étais parti vraiment, et c'est mon côté emmerdeur, chercher du bullshit. Bah, ouais, il y en avait, on en a trouvé, hein, on va en parler, mais j'ai trouvé que c'était pas tellement déconnant. D'abord, bon, il y avait VLC qui est quand même bon, alors c'est non-profit, c'est d'ailleurs dommage, hein, parce que c'est 6 milliards de téléchargements VLC. C'est quand même colossal, hein. Ils ont dépassé les 6 milliards, et si vous faites de la vidéo, tout le monde utilise le format VLC, c'est un truc absolument incroyable. C'est les rares qui sont intégrés dans tous les OS, qui ont un niveau de sécurité de malade, pour justement qu'il n'y ait pas de malware qui s'intègre, parce que sinon ça infecte tous les ordinateurs. Et ils sont une toute petite équipe, et ils codent un assembleur, les codecs, de manière à avoir cette performance que personne d'autre n'a. Et c'est vraiment une boîte française qui fait ça, et qui a intégré pour le CES de l'IA, pour faire de la transcription à la volée, on edge, donc sur la machine, sur votre machine, de toutes les vidéos qui passent. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc on a rencontré VLC, on a rencontré... Il y a aussi, je ne me rappelle plus de son prénom, de cette demoiselle là, aux lunettes, c'est intéressant, c'est des gens qui viennent, elle a une start-up, mais elle n'avait pas un booth, elle est venue par elle-même. Networker elle-même, elle m'a sauté dessus. Oui. Elle t'a carrément hacké. Elle m'a hacké, quoi. Et elle fait une sorte de Tinder du livre. Je lui dis, c'est pas con finalement pour faire des rencontres. Voilà, donc dis-moi ce que tu lis et puis je te dirai si on couche ensemble. Hein. Non, c'est pas fait pour ça. Mais c'est une sorte de club, de booking, de book club. Très intelligent. Et donc, il y a des gens qui viennent aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aller au CES et profiter de l'environnement sans avoir forcément un booth, juste en prenant un billet d'avion et une chambre d'hôtel et rencontrer des gens sur place. C'est l'exemple de cette Il y a beaucoup de gens qui viennent pour aussi rencontrer du monde, parce que tout le monde est au même endroit au même moment. Donc typiquement, j'ai une startup qui fait des déconnectés depuis 8 ans, et une des personnes de cette startup était venue exprès au CES sans boost, juste pour rencontrer du monde, commencer à tester le marché, commencer à discuter et voir comment avancer son business pour peut-être l'année prochaine. Et comprendre aussi comment fonctionne le CES. Donc il y a vraiment tous les types de profils. Très impressionné quand on... alors il y avait aussi un autre membre de la Hacienda en bas à gauche de la société Stellar qui en fait de la réconciliation de différents réseaux 5G, 4G, 3G, etc. pour que quand vous êtes en période en phase de mobilité, vous ayez toujours de façon continue et permanente un accès à l'internet. C'est la boîte là, Stellar, qui fait ça, et c'est lui qui justement a connecté avec les gens de la SNCF sur place, hein, et qui se dit je vais faire mon deal avec la SNCF à Vegas. Et puis très impressionné par le robot de Enchanted Tools. Et je pense que les robots, moi c'est le truc qui m'a le plus impressionné. Je pense que qu'on le veuille ou non, je suis désolé, mais on est en train effectivement d'entrer dans un monde de robots. Hein. Il va falloir s'attendre quand même à ce que on partage notre vie. Alors je sais que c'est déjà pour certains visiblement difficile de partager l'espace avec des gens humains. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour eux, parce que maintenant il va falloir aussi partager notre espace et notre vie avec des robots. Je ne sais pas comment est-ce que le Rassemblement national va gérer ça, mais il va falloir vivre et commencer à vivre aussi avec des robots. Ils sont là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on nous en parle, mais là ils deviennent... moi j'ai eu une expérience émotionnelle avec ce machin. Vous ne pouvez pas le voir. Mirokai. Comment il s'appelle ? Mirokai. Mirokai. C'est difficile à retransmettre dans la vidéo ou là en photo, mais cet écran et l'expression du visage de ce robot-là, à un moment, elle m'a regardé, il s'est passé un truc. Non mais je vous jure. C'est-à-dire que j'étais en train de faire mon truc, elle me regarde, et là, j'étais obligé de m'arrêter, je me suis dit, attends, parce que
c'est intéressant, on communique de plein de façons. On communique par la voix, on communique par le texte, etc. Mais on communique aussi par le regard. Et là, il s'est passé un truc, il y a eu un échange, l'optique de l'amour, j'en sais rien, quoi. Et tout de suite, tu te projettes, tu te dis, bah, ça peut être ton compagnon on a des chiens, on a des chats, on aura peut-être des robots dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. On souffre de personnel, on n'arrive pas à trouver des gens. Et je pense que, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, hein, j'en sais rien, mais je pense qu'on y va tout droit, quoi, ça c'est clair. Peut-être à l'accueil d'hôtels ou de choses comme ça. Et maintenant, la technologie permet, avec notamment l'intelligence artificielle, d'avoir une conversation. C'est non seulement une relation, presque une émotion, et une conversation qui tient la route. Je ne sais pas si vous avez accès finalement maintenant à l'assistant vocal de ChatGPT ou pas, toujours pas. Si. Ça c'est bon, ça y est. Oui, non, je sais pas. Parce que on a les choses en retard, mais ça arrive. C'est l'électricité. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Non, c'est à cause de Thierry Breton, notre cher ami Thierry Breton. Mais donc c'est bon, ça y est, vous avez accès à Internet. Et comme tu dis, les robots, c'était une des tendances de cette année. Il y a 2-3 ans, en fait, il y avait beaucoup de robots qui bougeaient en chorégraphie, un effet waouh, et puis c'était assez amusant. Là, on rentre dans des choses un peu plus sérieuses, avec des robots qui sont bipèdes ou sur une boule, dans le cas de Mirokai, qui se déplacent avec un vrai propos. Typiquement, Mirokai, sa seule fonction, c'est qu'il a des mains et qu'il peut prendre des trucs. Typiquement, dans un hôpital, je prends une poignée, je porte des objets, etc. Se pose plein de questions légales. Qu'est-ce qui se passe si Mirokai s'étale devant tout le monde avec plein de seringues? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est responsable? Donc ça pose plein de questions entre l'humain et le robot. Et aussi, ça pose plein de questions sur le robot, comment on va interagir. Celui-là, leur propos, c'est de dire j'ai un avatar qui apparaît, qui va avoir de l'émotion. Si on prend Unitree, qui sont des robots sans expression et qui sont en usine, c'est le pendant complet différent. C'est-à-dire que les robots, ils ne bougent pas, ils sont assez figés et ils sont capables de faire plein de tâches. Si vous avez vu avec le Nouvel An chinois, c'est les robots de Unitree qui font les chorégraphies en Chine. C'est assez impressionnant de voir la différence entre l'humain et le robot. La seule limite qu'on a actuellement, mais qui est une limite qui date d'il y a 10 ans, c'est que porter des objets lourds, ça donne des tendinites. Et les robots ont aussi des tendinites à force de porter des trucs. Donc ça veut dire qu'il faut les assurer, qu'il faut suivre. Et que, les maintenir. Voilà, les maintenir. La force élève au carré. Donc si je soulève un pack d'eau, j'ai mal au coude. Et donc c'est ces choses-là qui vont être réglées. Mais l'IA est déjà là. Tout est déjà là. On a DeepSeek. On l'injecte dans la tête, par exemple, et puis on leur met un fusil d'assaut ou un lance-flamme, et puis on voit ce que ça donne. Donc tout est possible. Donc c'est là où... Oui, c'est ça, c'est qu'on se dit c'est génial et puis qu'on déploie le truc et on se dit ça peut être utilisé à plein de trucs. Mais par exemple, moi je me projette quand je vois ça. On a vu un chien aussi de chez Boston Dynamics ou je sais pas si c'était lequel. Il y en avait plusieurs de Boston Dynamics, mais il y avait même des chiens avec des fourrures pour les personnes seules dont tu parlais, qui sont assez intéressants, où on caresse le chien et puis ça fait un compagnon animal. Là on commence à rentrer dans un truc un peu mais je suis désolé quoi, vous avez voulu le retour sur l'expérience donc mais les chiens d'aveugles par exemple, un chien d'aveugle, le mec m'expliquait, il me disait ça met énormément de temps à être formé. Ça coûte énormément d'argent, ça meurt généralement avant son maître et surtout c'est pas branché sur internet, hein. On n'a pas trouvé encore le câble le Wi-Fi en fait du chien, donc par exemple il sait vous amener peut-être à la boulangerie, mais lui il sait pas qu'aujourd'hui la boulangerie elle est fermée quoi. Donc imaginez des robots qui nous permettent de nous guider comme ça dans notre quotidien, surtout pour des gens avec des mobilités réduites, ça peut être super intéressant. Et en parlant de ça, et je fais la transition, vous me voyez en haut à droite, Jean-Philippe a pris un malin plaisir à me photographier dans toute ma ridiculité. Là, il y a un autre phénomène, c'est vraiment ces lunettes connectées, hein, ces lunettes qui sont non seulement connectées, mais qui commencent à apporter de l'augmented reality. Et là, on était chez X-Real.
Et ça, c'est très impressionnant. Phénomène aussi qui me laisse penser qu'après ce CES, il y a une chance que l'Homo erectus que nous sommes reprenne un peu de verticalité que les iPhones nous ont fait perdre. Je pense qu'on a vécu avec tous ces mobiles, et quand vous remontez dans le métro, tout le monde est penché comme ça sur son écran, à caresser, comme dit Alain Damasio, parce que c'est vrai, hein, c'est une caresse. Hein. On a l'impression que chacun caresse son téléphone comme ça, son écran de quelques centimètres. Et peut-être que ces lunettes, effectivement, vont nous permettre de reprendre un peu de verticalité, de se re-regarder les uns les autres. Sur un plan audio, c'est déjà très, très impressionnant. Les Ray-Ban Meta, vous y avez droit aux Ray-Ban Meta ? Oui. Ah, ok. Non, mais je dis, vraiment, c'était pas le cas. Hein, oui. Donc, c'est en cours d'observation par la CNIL pour voir quand même si on peut faire ce qu'on veut avec les caméras. Ok, d'accord. Donc, les Ray-Ban Meta, moi, je les ai et je les utilise essentiellement pour la partie audio. Il n'y a pas de projection dans le truc, mais c'est un super casque. Déjà, ça c'est pas mal. Ça vous donne les messages quand vous arrivez et puis vous n'avez pas un truc dans les oreilles. Donc ça c'est pas mal. Mais là, X-Reel, on passe au stade d'après. Tu veux l'expliquer ? Alors, en fait, il y avait à peu près une cinquantaine de marques, on va dire, de types de lunettes différentes. Donc vous avez 3 grosses typologies. Les lunettes type Meta Ray-Ban, où demain, si vous voulez lancer une boîte avec l'équivalent en marque blanche, c'est possible. Dans les usines chinoises, ils ont tout ce qu'il faut. Vous fournissez les specs, votre logo, et vous pouvez produire des équivalents Meta Ray-Ban, donc avec caméra et son. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'afficher un écran devant les yeux. Et donc là, c'est le propos de X-Reel qui couvre un petit peu la vue, même si on peut voir en transparence, et affiche un écran de cinéma. Donc le propos, c'est que vous êtes digital nomade, vous avez votre ordinateur de petite taille et vous avez un écran géant qui va vous permettre de soit de travailler, faire du montage vidéo, du code ou voir un film. Et qu'on peut surtout locker, c'est-à-dire qu'on peut, comment on dit en français, ancrer dans la réalité. Ancrer dans la réalité, c'est-à-dire que vous êtes en train de bosser sur votre ordinateur et là vous dites bon bah l'écran je le veux dans cet espace bien particulier et ensuite vous bougez la tête, vous revenez sur votre écran, vous revenez, l'écran reste au même endroit et ça c'est très très impressionnant. Ouais. Exactement. Et c'est vraiment le deuxième cas d'usage et le dernier cas d'usage qui arrive. Et on n'est pas sur un form factor à la Apple Vision où vraiment là on est sur quelque chose de très léger quand on porte. On rentre dans du business. Les premières que j'évoquais de type Ray-Ban Meta, on est sur des lunettes 30 à 40 grammes avec 10 heures d'autonomie, donc des choses qu'on peut utiliser toute la journée. Là, on est un peu moins d'autonomie, c'est du filaire, mais elles sont légères. Et la troisième catégorie de lunettes qui arrive, mais pour le coup, ça ne marche pas encore, c'est pas assez carré, c'est les lunettes qui vont vraiment faire de la réalité augmentée, avec Hallyday qui a fait beaucoup de buzz, où c'est un petit écran dans la branche qui affiche de l'information en vert. Et il existe depuis des années des Google Glass et équivalents qui vous fournissent de l'information, mais on est plus dans du pro, et avec les enjeux de connectivité et tout ce qui va avec. Donc voilà, donc là ça c'est pour ça, je pense que là on y est pour très très bientôt, hein. Ça c'est dans les 1 à 2 ans qui viennent, on va voir débarquer ce truc là, ça c'est clair. Vous tirez le fil, on arrive à Neuralink très très vite, hein. La puce dans le cerveau très très rapidement, hein, je pense, hein. Dans les 25-40 ans qui viennent, la question va se poser, hein, parce qu'au bout d'un moment, les gens en auront marre de porter ces lunettes-là, etc. Ça, par contre, on n'a pas vu grand-chose là-dessus. Je continue. Ah bah ça, c'était drôle. En fait, ce mec, bon, on était en train de tester des sextoys. Ce mec est arrivé, j'ai cru à sa dégaine que c'était le boss, mais non, en fait, c'est un VC. C'est un VC canadien. Donc voilà, c'était très drôle. L'histoire des sextoys est marrante parce que chaque année, depuis 30 ans, il y a de la sextech au CES et souvent ils sont précurseurs. C'est un énorme business aux US. Ouais, en termes de business, c'est un énorme business. C'est souvent précurseur des technologies. Et là, typiquement, il y avait Andy qui était un sextoy masculin et le mec expliquait que le sextoy, ils avaient fait plein de partenariats avec les médias pour synchroniser le sextoy avec la vidéo. Techniquement, je ne sais pas comment c'est possible. Un plugin c'est une synchronisation assez simple parce que le mouvement est assez répétitif, mais justement le rythme variait et tout ça. Et le mec qui explique ça sur un stand du CES, c'était assez amusant et décalé. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des démonstrations, mais que les gens sont très sérieux en écoutant ce truc-là. Et vous êtes là, bon, vous écoutez le truc, voilà. Mais il y a un véritable business.
on s'approche dans tout ce qu'on est en train de dire là, entre les robots, ces sextoys, ces lunettes, etc. Il y a vraiment, autour de la solitude des gens, visiblement, il y a des gens qui ont décidé de faire du business sur la solitude des gens. Ça, visiblement, c'est le cas. Jennifer. Donc, on va terminer et finir. La dernière partie, c'était... non, alors, ce qui est intéressant, dans cette partie-là, c'est qu'on a bu, mais c'est pas ça. Mais non, ce qui est marrant ici, c'est que je vous dis, ce truc, on l'a fait un peu dernière minute et ça s'est créé. Et on s'est retrouvé à Vegas et on s'est rendu compte qu'on était une quarantaine de membres de l'Hacienda sur Vegas. Donc on a organisé un dîner et plein d'autres trucs. Tu veux montrer la vidéo rapidement? On vous dit tout, quoi, en fait, quoi. Donc voilà, bien sûr. C'était Carlos and Charlie's. Et avant, avec... Je me suis envoyé en l'air avec Élise, effectivement, en hélicoptère. Et puis, putain, c'était cool. Et donc voilà, et on a bu des margaritas, quoi. Voilà. Avec tous les membres de l'Hacienda qui étaient présents au CES et beaucoup de Français, parce que les Français se rencontrent à Vegas. Je voudrais remercier tous les membres de l'Hacienda et le mood. Parce que c'est grâce à eux. Moi, je suis super content d'avoir une communauté comme ça et vous me faites vivre des moments incroyables et je sais que vous aimez le contenu, donc on va continuer tout au long de 2025. Voilà. Et la question pour 2026, justement. Et voilà, alors 2026, comme c'était, ça s'est très bien passé, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être que d'abord, est-ce qu'on recommence en 2026 et peut-être organiser une expédition cette fois-ci entre plusieurs membres de l'Hacienda et se retrouver tous ensemble sur place et donc peut-être que en tout cas on est en train de réfléchir à ça et de voir si on peut pas mutualiser des coûts ensemble et pour se permettre d'y aller moins cher individuellement que si on y allait individuellement, quoi, en fait. Et consumer. Voilà ce qu'on avait à vous dire. On peut continuer la conversation après. Les pizzas sont là, on va les manger chaudes. Des questions, des remarques avant qu'on se... Non, c'est bon ? Voilà. Super. Maintenant, parlons-nous. Voilà. Merci à tous.